fin de l'été 1608, la construction des Québec avait bien avancé et Samuel de Champlain prit ses quartiers. À peine installé, il dut déjouer un complot organisé par le serrurier Duval. Ce dernier fut jugé et pendu en place publique. Bientôt, Gravé-du-Pont et Samuel de Champlain rentrèrent en France, laissant 28 hivernants sans embarcation et face à un terrible hiver. Dès son retour de France, en mai 1609, Champlain voulut assurer une implantation permanente et il élabora pour cela une politique indigène qui nécessitait certaines relations. C'est ainsi qu'il établit en juin 1609 un premier contact avec la nation des Hurons. L'atmosphère de cette forêt ne me laisse pas tranquille, sieur de Champlain. Monseigneur, pourquoi avez-vous accepté de suivre les Hurons dans cette expédition contre les Iroquois? Après tout, cela ne fait qu'un mois que vous les avez rencontrés. Il faut savoir user de diplomatie avec ses alliés, mon cher brin d'avoine. En soutenant nos nouveaux amis, nous nous ouvrons les portes de nouvelles contrées et de leurs richesses, comme ce grand lac, que je baptiserai lac Champlain sur la prochaine carte. Tout de même, mon beau maître, cette stratégie est-elle la meilleure quand elle pourrait nous coûter la vie? Crin d'avoine, pas s'inquiéter. Moi protéger Crin d'avoine. Roi des poules mouillées. Moi? Une poule mouillée, mais qui crois-tu que... Voyons, brin d'avoine. Anogi ne faisait que taquinage. Regardez, Théachiendal a pris position et nous fait signe de le rejoindre. Eh bien, grand Théachiendal, qu'en est-il de votre côté? Mes hommes sont prêts à guerroyer. Et toi, as-tu les tubes qui crachent le feu du diable? Oui, grand Théachiendal. Brin d'avoine et moi-même, nous vous en servirons pour terrasser nos ennemis pendant que vous les encerclerez. Nous ne pourrons tirer qu'un coup par minute, mais l'effet de surprise devrait nous donner un avantage certain. Il est vrai qu'avec une arme, je serais moi aussi un guerrier redoutable. Voilà que, après poule, Crin d'avoine faire coq. Il est temps de rassembler corps et esprit et de se battre jusqu'à la victoire. En avant, Wendat! Compagnons, soyez dignes des ancêtres et restez toujours prudents. En avant! Mes amis, je ne sais que faire. Voilà un an que nous assurons des victoires contre les Iroquois, et d'autres expéditions pourraient nous rapporter encore. Mais la fin du monopole entraîne une baisse de plus en plus importante des bénéfices. La stratégie de sieur Dugas-de-Mont de chercher des ressources en France n'est-elle pas la meilleure option, mon maître? Peut-être serait-elle plus efficace et aussi moins risquée. Crin d'avoine, parlez comme sage maintenant. Moi, d'accord avec sage à la langue bien pendue. Cependant, mon dernier voyage en France n'a rien donné. Merci, mon brave. Une missive extraordinaire de France? Quelle peut être cette nouvelle si importante? Le roi Henri IV a été assassiné par un certain Ravaillac. La question ne se pose donc plus. Il faut rentrer en France. Un changement de pouvoir en France, entraînant souvent un changement d'intérêt et donc de politique pour le nouveau continent, il était effectivement temps de rentrer au pays. Dans le but d'obtenir de nouvelles ressources, Champlain épousa le 29 décembre 1610 la jeune Hélène Boullé, alors âgée de 12 ans. Au printemps 1611, Champlain était revenu en Nouvelle-France et il s'entretint avec les Hurons et les Algonquins sur la place de l'établissement de Place Royale, futur Montréal.
Mais après un nouveau et terrible hiver, la situation continuait de se dégrader et le 11 septembre 1611, Samuel de Champlain était à La Rochelle pour demander assistance à son ami du Gademont. Une guerre d'un autre type allait commencer, une guerre politique pour le contrôle de la colonie. Alors, mon bon ami, où en êtes-vous dans vos diverses sollicitations? Malheureusement, mon cher, mes associés ne veulent plus me suivre. Tous prétendent ne pas avoir assez de commissions sur les richesses que nous produisons. L'annulation du monopole les a finalement convaincus de dissoudre la compagnie. Les escrocs! Les bandits! Encore des hommes qui ne vivent que pour l'argent! La colonie est en danger. Nous ne pouvons pas perdre tant d'années de travail et abandonner tant d'espoir. Il faut agir au plus vite. Écoutez-moi, j'y ai bien réfléchi et je pense qu'en cédant pour un an la possession de mon habitation de Québec, je pourrais y faire subsister un minimum de vie. De votre côté, Champlain, vous devriez chercher les appuis haut placés grâce à vos bonnes relations. Et s'il le fallait, je serais même prêt à renoncer à ma charge pour la survie de Québec. Quant à moi, je promets à ces messires d'aller plus souvent à la chapelle qu'à la taverne. Et cela sans diminuer pour autant les plaisirs du bon vin. Chaque bonne attention sera précieuse, mon brave brin d'avoine. Je suis autant fier qu'heureux de pouvoir compter sur des amis dignes de ce nom. Au travail donc. Le temps presse désormais. Ainsi, alors que tout semblait perdu, Champlain obtint par relation interposée un nouveau monopole accordé le 27 septembre 1612 par Charles de Bourbon, cousin de Louis XIII lui-même. Le 15 mars 1613, fort de son récent pouvoir, il crée une nouvelle compagnie et son commerce reprend de plus belle. On peut parler alors d'un nouveau départ pour la colonie. Champlain publie en 1612 et 1613 2 volumes de ses voyages. Dans la force de l'âge, il est considéré à cette époque par beaucoup comme l'homme de la Nouvelle-France et il cumule les bonnes relations. Mais sachant mieux que personne que la versatilité du pouvoir fragilise toute position dans la colonie, Samuel de Champlain effectue un voyage rapide en 1613. Son prochain objectif est désormais clair, il faut administrer la colonie pour la mettre à l'abri de tous les futurs dangers.